Et donc, on va enchaîner tout de suite, puisque le programme, on est à peu près dans les temps. Et donc, Éléonore Viora-Dupont de Dijon va nous donner les premiers résultats, je pense, du séquençage d'exomes et des troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Merci, Éléonore. 15 minutes. Merci, Laurent. Bonjour à tous. Merci aux organisateurs d'avoir sélectionné ma présentation, mon abstract pour cette présentation. Donc effectivement, je suis à Dijon et ce travail a fait l'objet de ma thèse de médecine. Donc je vais vous présenter les résultats du projet pilote qu'on a mené à Dijon sur ce sujet, puis présenter des résultats préliminaires du projet qui est en cours au niveau national. Donc tout d'abord, un petit point de sémantique pour savoir qu'on soit bien d'accord sur ce que j'entends par troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Donc, c'est tous les troubles du neurodéveloppement qui étaient anciennement appelés DIS. Donc, les troubles du développement du langage oral, les troubles des apprentissages, donc dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, et puis les troubles développementaux de la coordination, anciennement dyspraxie. Donc, c'est les patients qui sont pris en charge beaucoup par les CRTLA et qui représentent 5 à 10% des enfants en âge scolaire. Concernant la génétique dans ce domaine, dès les années 70 a été postulée une hérédité de ces troubles et dans les années 90 ont eu lieu les premières études de liaison d'association par GWAS essentiellement qui ont mis en évidence des loci d'intérêt sur certaines régions chromosomiques. Dans les années 2000, avec l'avènement du Sanger, donc ont été séquencées ces régions chromosomiques et on a mis en évidence des gènes d'intérêt dans ces loci. Et puis, dans les années 2015, ont été faites les premières études en exome sur des populations spécifiques, principalement de troubles du développement du langage oral et de dyspraxie verbale. Un des points aussi essentiels pour la suite de mon propos, c'est que au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte qu'il existait un chevauchement génotypique entre les troubles du neurodéveloppement, avec de nombreuses études qui ont montré qu'un certain nombre de gènes impliqués initialement dans la déficience intellectuelle étaient aussi impliqués dans les troubles du spectre autistique, et vous voyez là plus largement dans l'encéphalopathies épileptique ou dans la schizophrénie. Donc, on a vraiment des extensions phénotypiques sur certains gènes et on a aussi des cohortes de patients avec des syndromes où on avait initialement une déficience intellectuelle et puis en collectant de plus en plus de patients porteurs de variations dans certains gènes, on s'est rendu compte qu'il y avait des patients qui avaient aussi des troubles du langage et des apprentissages sans avoir de déficience intellectuelle. Et donc, quand on a débuté l'étude, quand on a designé l'étude en 2020, chez les patients donc, qui avaient ces troubles spécifiques du langage et des apprentissages, notre rôle en tant que généticien, c'était déjà de repérer s'ils étaient syndromiques ou non, parce que dans ce cas-là, on pouvait aller leur proposer un séquençage de génome avec les nouvelles préindications qui venaient d'arriver, et notamment anomalies du développement. Mais pour les patients non syndromiques, la stratégie était plutôt de faire une CGH-arrêt, plus ou moins une recherche du syndrome de l'X fragile, notamment chez les filles. Et donc, dans l'étude, on a proposé en plus d'aller faire du séquençage de l'exome. L'idée de l'étude, c'était de voir du coup, de poser quel était l'intérêt de l'exome en mettant un taux diagnostique chez ces patients-là et aussi le définir pour la CGH-arrêt parce que dans la littérature, il y avait peu de données là-dessus. Donc, nos critères d'inclusion, c'était des patients de 3 à 40 ans qui présentaient un ou plusieurs troubles spécifiques du langage et des apprentissages, plutôt sévères, donc on entendait avec des répercussions importantes sur la scolarité, au minima des adaptations à ESH, tiers-temps, ce genre de choses. Et puis, on avait quand même pas mal de patients avec une scolarité en ULIS, voire IME. Des patients qui ne s'inscrivaient pas dans un tableau d'allure syndromique et bien sûr sans trouble du développement intellectuel et sans trouble du spectre autistique également. Les objectifs, donc je vous le disais, identifier des causes monogéniques chez les patients avec troubles spécifiques du langage et des apprentissages non syndromiques, déterminer des taux diagnostiques pour l'exome et pour la CGH et établir s'il y avait des facteurs qui augmentaient la probabilité d'un diagnostic génétique. Est-ce que un diagnostic fonctionnel particulier entraîne plus d'identification de causes génétiques monogéniques.
Et donc notre cohorte qu'on a recrutée en local à Dijon était composée de 82 patients qu'on a inclus sur une durée de 33 mois, donc quasiment 3 ans, avec un âge moyen au moment de l'inclusion de 10 ans, plus de garçons que de filles. Et vous voyez, en fait, alors on n'a pas de pointeur, mais il y avait été surtout représenté des patients avec troubles du développement du langage oral, troubles du développement des coordinations, et puis un peu moins de dyslexie, un peu moins de dyscalculie. 2 tiers de ces patients avaient une histoire familiale, 2 tiers étaient multidys, donc plusieurs troubles associés, et 82 avaient des comorbidités associées, plus de 50% avaient aussi un TDAH. Et puis ça faisait partie un peu de nos critères, 90% étaient en classe spécialisée ou en circuit scolaire adapté. À peu près la moitié avait déjà une CGH et l'autre moitié n'avait eu aucun examen génétique. Et donc, sur ces 82 patients, il y en a 11 chez qui on a pu identifier une cause monogénique à leur trouble, à leur TSLA. Vous voyez, ce sont des gènes en fait, qu'on connaît déjà impliqués dans des troubles du neurodéveloppement. Et il y avait déjà des patients sans trouble du développement intellectuel qui avaient été identifiés dans des cohortes plus larges. Et c'est des gènes qui entraînent peu de signes morphologiques notables. Certains le sont. On a des gènes impliqués, par exemple, dans Coffin Siris, SMARC CC2, où en faisant du rétrophénotypage, effectivement, nos patients ont quelques signes, mais qui n'auraient pas justifié qu'on fasse un génome chez eux. Vous voyez, j'ai mis en bleu 8 patients et il y en a 3 autres qui sont en vert parce qu'en fait, les patients en vert sont des patients chez qui il y avait initialement des variants de signification incertaines, donc pas de diagnostic formel, mais grâce à un certain nombre de démarches que je vais vous présenter ensuite, on a pu reclasser les variations. Quand on regarde un peu de manière globale, tous nos patients en fait ont des troubles spécifiques du langage et des apprentissages multiples, donc plusieurs troubles associés, principalement des troubles du développement du langage oral, enfin chez quasiment tous nos patients, avec d'autres comorbidités, et tous quasiment étaient en classe spécialisée ou avec des aménagements. Une seule était en classe ordinaire, mais en fait elle était assez jeune, et maintenant une orientation Ulysse est envisagée chez cette jeune fille. Donc je vous disais, chez 3 patients, on avait des VSI initialement et qu'on a ensuite reclassé en variants de classe 4, donc probablement pathogènes. Et donc on a eu plusieurs stratégies pour reclasser les variations, des études fonctionnelles et notamment de recherche d'épisignatures spécifiques, des collaborations internationales, des ségrégations familiales et puis une réévaluation clinique avec rétrophénotypage, des bilans rééducationnels complémentaires pour mieux caractériser les troubles fonctionnels chez ces patients. Et donc un des exemples de reclassement qu'on a, c'est une variation mise en évidence chez une jeune fille qui avait un trouble du neurodéveloppement complexe avec une variation dans le gène CREB-BP. Je viens en parler ce matin, mais c'est un gène qui est impliqué dans plusieurs troubles du développement intellectuel, plusieurs syndromes, dont le syndrome de Mencken-Gickham. Et c'était une variation qui était déjà solide sur le plan moléculaire, déjà rapportée probablement pathogène, mais on n'arrivait pas à avoir la ségrégation familiale pour cette variation. Le père était vraiment inaccessible. Et donc, pour aller plus loin, on a fait une recherche d'épisignature. La ségrégation familiale, vous allez voir, on a un peu contourné la chose. Et une collaboration internationale. Et donc, en fait, on a réussi par un jeu de connaissances entre les mamans des 2 enfants à avoir le demi-frère de cette patiente qui était étiqueté TSA, mais qui en fait, on l'a réévalué à aussi un trouble du développement intellectuel et porteur de la variation. Et donc, ça collait très bien sur le plan phénotypique. Je prendrai les questions après. L'épisignature est revenue normale, mais en fait, elle est très inconstante dans ce syndrome-là, donc ça ne nous a pas permis d'avancer. Et puis, il y a une collaboration dans le cadre de l'ARN d'ACA sur ce gène-là et ce syndrome-là. Et donc, du coup, les patients ont été inclus là-dedans. Donc, on a pu développer 3 stratégies pour pouvoir reclasser la variation dans cette famille. Et donc,
Des VSI, on en a chez beaucoup de patients, 25 patients, 30 VSI, donc il y a des patients qui ont plusieurs variantes de signification incertaines, plusieurs études de collaboration en cours. Les gènes dans lesquels il y a des VSI, c'est des gènes impliqués initialement plutôt dans le trouble du développement intellectuel, avec pas de patients encore rapportés, avec seulement, entre guillemets, des troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Donc on va essayer d'élargir les spectres phénotypiques en lien avec ces gènes-là. Et enfin, on a aussi identifié des variations dans des gènes de signification incertaine pour lesquels on a des collaborations en cours. Et donc au final, en rassemblant tout ça, on obtient un diagnostic génétique du coup chez 13,4% des patients et des pistes génétiques dans plus de 50% des cas. Et en ACPA, on avait montré qu'on avait un taux autour de 8,5, donc on a plus 13% de diagnostic génétique grâce à l'exome. Ce que ça a montré, du coup, on a confirmé le côté chevauchement génotypique entre les troubles du neurodéveloppement, avec parfois des corrélations génotype-phénotype connues pour certains gènes, qu'un effet position de la variation au sein du gène. Et puis, on se questionne sur un effet type de variation, parce qu'on a 6 gènes où on a des variantes de signification incertaines, où dans la littérature, il n'y a que des troncants qui sont décrits jusque-là, et nous, on a des variants faux sens, donc on peut se dire qu'il y a des variations mild sur le plan moléculaire qui entraînent des phénotypes un peu plus mild. On confirme aussi le modèle oligogénique parce qu'on a plusieurs patients qui ont plusieurs VSI associés qui pourraient chacun contribuer un petit peu au phénotype du patient. Et puis, on a un certain nombre aussi de patients pour lesquels la variation a été identifiée aussi chez un parent asymptomatique. Donc, on se dit qu'il y a une pénétrance incomplète. On a essayé de dégager un profil type. Alors, on était que sur 80 patients et donc on manque de puissance sur les tests statistiques, mais on se rend compte qu'en fait, on a plus de diagnostics quand il n'y a pas d'histoire familiale. Ça, c'est pour le labo, c'est plus facile d'identifier des variations de novo. Quand il y a des troubles du développement de la coordination, et donc ça nous semble important dans les profils pour la suite. Puis bien sûr, quand il y a plusieurs troubles des apprentissages associés, mais là c'est ceux en fait qui nous sont plus adressés en génétique, donc il y a un biais là-dessus. Et donc je vous le disais, on poursuit l'étude par un PHRC interrégional où là on a 9 centres participants en France. On prévoit de recruter 100 un trio. Il y a quasiment 90 patients inclus à ce jour. Et sur les résultats préliminaires, on voit qu'on a des taux qui sont similaires à ce qu'on avait trouvé dans le projet pilote. Et quand on combine les deux stratégies de l'ACPA et de l'exome, on arrive à 17% de diagnostic sur une soixantaine de patients. En conclusion, du coup, ces résultats viennent confirmer l'intérêt de faire de l'exome ou du génome chez les patients avec troubles spécifiques du langage et des apprentissages non syndromiques, avec un taux diagnostique autour de 15%, principalement quand il y a des troubles du développement de la coordination et des troubles multiples. Et donc, c'est toute l'importance de continuer à faire des beaux diagnostics fonctionnels pour pouvoir orienter après les patients dans les centres de génétique ou pour lancer les investigations génétiques directement. On va poursuivre, nous, les explorations pour nos patients avec variantes de signification incertaine pour essayer de reclasser les variations et apporter une réponse un peu plus ferme aux familles et poursuivre les collaborations au niveau national et international pour élargir les spectres. Je remercie tous ceux qui ont contribué au projet, les cliniciens de Dijon, les cliniciens qui inclus au sein du PHRC, l'équipe du INSERM GAD dont je fais partie et le CICEC qui coordonne le projet. Et j'ai oublié une petite chose, dans le projet qu'on mène actuellement, il y a aussi un volet sciences humaines et sociales auprès des familles. On va interroger une trentaine de familles qui ont bénéficié du programme, une vingtaine pour lesquelles on a des variations de classe 4 ou 5 ou des VSI très prometteurs et une dizaine de patients, de familles avec des résultats négatifs pour savoir ce qu'elles pensent du vécu de ces analyses génétiques chez leurs enfants et qu'est-ce que ça leur apporte d'avoir un diagnostic génétique, notamment sur la reconnaissance du handicap. On a tout un volet sur la reconnaissance du handicap par la MDPH. Voilà. Merci.